For so long, all I wanted was for you to love me, to accept me. I thought it was my honor that I wanted, but really, I was just trying to please you. You, my father, who banished me just for talking out of turn. My father, who challenged me, a 13-year-old boy, to an Agni Kai. How can you possibly justify a duel with a child? It was to teach you respect. It was cruel, and it was wrong. Then you've learned nothing. No, I've learned everything. Salut! Ouais, je suis partie sur quelque chose d'un peu minimaliste. Esprit de la Lune, ça vous plaît? Il faut savoir que j'ai un rapport assez particulier avec les séries télévisées. C'est un mode de production audiovisuelle qui me parle moins que le cinéma. Spécifiquement à cause de son support et de l'engagement que celui-ci demande. Lorsque je regarde un film, je cède une partie de mon temps en échange d'une expérience filmique. Qu'elle soit bonne ou non, marquante ou non, je sais, à partir du moment où celui-ci commence, quel type de contrat j'ai avec celui-ci. Je vais être témoin d'un récit qui prendra fin à partir du générique de fermeture. Mais ce contrat n'est pas le même avec une série télévisée, car je suis face à une œuvre qui se compose de plusieurs parties. Le récit face auquel je me trouve est incomplet, et le recevoir dans son intégralité implique que je m'engage dans une durée bien plus longue. Et pas juste longue du visionnage des épisodes, longue de l'attente pour la sortie de nouveaux épisodes, longue de l'attente pour la sortie de nouvelles saisons, parfois longue de l'attente d'une confirmation attestant que oui, il y aura bien une saison 3. Non! Si bien que lorsque je commence une série télévisée, je n'ai de une, pas la certitude que j'assisterai à sa fin, et de deux, aucune idée de la durée d'engagement exigée. Ces deux éléments sont les raisons principales de mon amour et des amours des séries. Des amours parce que, contrairement au cinéma, je ne peux pas les considérer comme de petites capsules temporelles au travers desquelles je vis une expérience filmique bien spécifique. Et amour parce que le fait que spécifiquement elle ne soit pas cette parenthèse très repérable dans le temps engage un rapport tout autre. Les séries qui m'ont marqué ont un impact particulièrement caractéristique sur moi. La façon dont je me souviens de ces péripéties et de ces personnages ne ressemble à rien d'autre. Parmi les œuvres télévisuelles qui m'ont marqué, il en est une que je peux revoir encore et encore, tout en continuant à m'extasier sur son brio. Cette série, c'est Avatar, le dernier maître de l'air. The Avatar will return to save the world. Créée par Michael Dante DiMartino et Brian Conexico, c'est une série que j'ai découvert pour la première fois sur Tfue. Aucune idée de si ça existe encore. Quand j'avais entre 7 et 8 ans, époque à laquelle je préférais déjà les longs métrages. Oui, j'étais une enfant relou. Et je sais que je suis censée être une sorcière millénaire, mais pour cet épisode, reprenant une enveloppe mortelle. Et je refuse de pointer le paradoxe que provoque mon costume d'esprit. J'ai un attachement particulier aux dessins animés avec lesquels j'ai grandi, pour la simple et unique raison que j'ai grandi avec. Ce qui fait que bien souvent leur visionnage avec mon regard d'adulte cinéphile et cultivé est relativement douloureux. Comme pour beaucoup, la télévision a pour moi été un troisième parent. Un troisième parent peu soucieux de mon bien-être et qui n'avait que peu de scrupules à m'envoyer du contenu publicitaire parflopé dans la gueule, mais... Voilà. Une vaste majorité des contenus que j'avais appréciés se révélant décevants, pour rester poli, avec une qualité d'animation... plus que sommaire. Si seulement il y avait un moyen thermodynamique rapide et efficace pour se rafraîchir. Fort heureusement, j'ai très vite compris que si je ne voulais pas regarder ad vitam aeternam des épisodes fillers de Naruto ou une énième saison de Pokémon, j'allais devoir me tourner vers internet. Et ça tombe bien parce qu'à l'époque, Megaupload ça existait encore. Et c'est ainsi que j'ai passé toute mon enfance et adolescence à binge-watcher tout le contenu que je pouvais trouver, aussi inadapté ce contenu soit-il. Requiem for a Dream à 10 ans, j'étais pas prête. Au mépris le plus total pour ma vie sociale.
Qui a besoin d'amis de toute façon? Durant cette période de boulimie cinématographique où j'avalais compulsivement n'importe quel contenu trouvable en streaming, Avatar était toujours une valeur sûre pour moi. Le dessin animé que je regardais quand je ne savais plus quoi voir ou que je m'étais trop esquinté les yeux devant je ne sais quelle franchise érotique au gore. Et c'est un attachement qui est resté, mais contrairement à beaucoup d'autres produits de mon enfance qui, si je m'y étais attaché, ont fini par me décevoir à la seconde où j'ai eu un minimum de sens critique, Avatar est une série qui n'a fait que continuellement grimper dans mon estime, et je ne suis pas la seule dans cette situation. Au fil du temps, Avatar s'est constitué une fanbase extrêmement large, lui reconnaissant une myriade de qualités, si bien qu'à ce jour, Avatar est une des séries les plus sujettes à des commentaires et analyses sur YouTube. Lorsqu'une série atteint ce type de popularité, le moindre contenu ou produit dérivé attire les foules. Alors, quand un spin-off a été annoncé, l'engouement était présent. Si personnellement j'ai découvert cette série très tard par rapport à sa sortie, j'étais relativement hype. Une Avatar musclée, des enjeux qui auraient dépassé le cadre enfantin d'Avatar, une expansion incroyable de worldbuilding, bon bref, pourquoi est-ce que je digresse comme ça? Vous savez très bien que j'ai été déçue. Sans aller jusqu'à décrire Korra comme un cartoon médiocre, réalisé par des mecs qui n'avaient pas envie d'être là, la série est un joyeux bazar inconsistant qui peine à trouver son rythme et son équilibre. Avatar, you gotta deal with it! Si elle reste définitivement digne d'intérêt, ses défauts brillent de mille feux lorsqu'on la place à côté de son prédécesseur, et compose à elle seule un sujet d'étude sur la difficulté d'étendre ces univers de fiction. Mais plus que simplement tracher une série qui a déjà reçu un accueil plutôt mitigé, j'ai envie de faire une analyse approfondie de l'œuvre en la comparant avec son grand frère, tout en tentant de décrypter les raisons faisant que même avec toute la bonne volonté du monde, Korra était destinée à n'être rien de plus qu'une série subalterne. Pour ce faire, nous nous pencherons sur 3 lignes majeures que sont les personnages, le worldbuilding et l'écriture. Je serai accompagnée par ma solitude, ainsi qu'une multitude de boissons alcoolisées la rendant plus supportable. Ça et la conscience que peut-être 1 ou 2 personnes verront cette vidéo. Si c'est un planning qui vous intéresse, je vous invite à rester. Si vous voulez voir du sang pendant que je démembre une série que vous n'aimez pas avec des faits et de la logique, je suppose que vous pouvez également rester. Et si vous avez la flemme de voir une adulte déguisée et alcoolique vous parler d'une série dont vous n'avez rien à fiche, eh bien, je vous remercie d'être passé et vous souhaite une bonne continuation. Est-ce que vous pouvez passer sur mon Instagram pour me dire que je suis bonne? Je suis désespérée. Pour les autres, c'est la tragique histoire des mésaventures de Korra. J'étais partie sur un costume type princesse des marais et puis après je me suis rappelé qu'ils sont à poil donc j'ai improvisé. Notre premier élément de comparaison sera les personnages. Vous pourrez me dire que c'est une drôle de façon d'ouvrir une analyse. Est-ce que je ne devrais pas plutôt me centrer sur l'intrigue, dans la mesure où c'est elle qui conduit l'histoire et forme les nœuds de l'action? Eh bien, si l'œuvre dont on parlait était un long métrage, ce serait le cas. Mais le contenu sériel est bien plus dépendant de ses personnages. Le mode de consommation des séries est bien plus passif que peut l'être un long métrage. Dans le cadre du cinéma, le spectateur devra choisir le film qu'il désire voir et se déplacer en salle. J'aimerais tellement pouvoir me déplacer en salle. Il est dans une démarche bien plus active que pour les productions sérielles qui lui sont directement données sur sa télévision. Une fois dans une salle de cinéma, nous sommes entre guillemets pris en otage dans la mesure où nous ne pouvons pas changer le film que nous sommes en train de regarder ou arrêter sa diffusion. Cinéma. Comme dit précédemment, il demande un engagement sur court terme. Court terme où nous ne pouvons rien faire d'autre que recevoir son contenu. Une série demande un engagement sur le temps long, tant que nous pouvons fragmenter à notre guise. Une série, pour fonctionner, doit donc fidéliser son audience, et pour ce faire, utiliser des mécanismes qui lui sont propres, notamment les personnages. On peut faire des films avec des personnages froids, impersonnels et apathiques, c'est par exemple le cas pour Enter the Void, où nous suivons littéralement un esprit mort sans âme et sans corps. Mais bon courage pour nous donner envie de suivre ce parti pris pendant plusieurs épisodes de plusieurs saisons. Je ne dis pas que les personnages doivent être sympathiques ou même moraux, mais ils doivent avoir des caractéristiques et un background qui nous donnent envie de les suivre pendant plus longtemps qu'1h30. Même dans des œuvres comme Spawn, qui jouent de l'immobilité de leurs protagonistes, qui refusent délibérément de prendre une décision, l'univers qui l'entoure est suffisamment chaotique et agité pour que son inertie soit constamment interrompue. Autrement dit, quand une série n'a pas de bons personnages ou de personnages suffisamment distincts, elle est vouée à l'échec, surtout dans une série pour enfants. Pourquoi ? Parce que c'est un genre particulièrement codifié. Chaque support artistique repose sur des codes et une méthode d'application, 7e art compris.
Mais les dessins animés pour enfants le sont tout particulièrement. Parce que le public qu'elle vise implique nécessairement une simplification narrative et une clarté des enjeux. Et je n'essaie pas par là de dire que les enfants sont bêtes ou qu'on ne leur fait pas confiance pour comprendre un récit. Au contraire, cette méthode repose en grande partie sur la capacité des enfants à comprendre et retenir une structure sérielle. Quand je ne suis pas enfermée dans ma chambre à fixer les vitres sales de mes fenêtres en me disant que nous sommes tous de ridicules insectes sur une minuscule planète vouée à être aspirée par un trou noir qui lui-même est voué à se détruire, je m'occupe d'enfants, il faut bien payer son loyer. Je suis la meilleure nounou gothique qu'un enfant peut espérer, ok? Et quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est combien les enfants ont la culture du dessin animé. Peu importe quel contenu je leur propose, ils sont pour ainsi dire toujours capables d'identifier quel contenu ils sont en train de regarder. Ils n'ont pour ainsi dire jamais besoin de l'aide d'un adulte pour leur expliquer les dénouements de l'intrigue ou quel personnage fait quoi. Ils sont, grâce au chara-design des personnages et leur interaction, capables de faire ce type de conclusion tout seuls. Je pense notamment aux petits garçons dans les cours de récré qui passent leur temps à s'envoyer des kamehameha et autres boules de glace ou de feu avec une démesure qui ferait trembler le plus militariste et pro-flingue de leur tonton. Si bien que lorsque dans un résumé on entend « Mais un jour, la Nation du Feu décida de passer à l'attaque », les enfants ont tous les éléments nécessaires pour comprendre les intrigues et les enjeux du contenu qu'ils s'apprêtent à regarder. C'est là que repose tout le génie de Brian Conexico et Michael Dante DiMartino. Ils ont compris combien les enfants étaient capables d'assimiler un récit à partir du moment où celui-ci repose sur les mêmes piliers. Et de là, en ont essayé d'en tirer le maximum. Les personnages d'Avatar reposent tous sur des archétypes de séries pour enfants facilement identifiables. Aang, c'est l'enfant joyeux toujours prêt à s'amuser. Katara, c'est la gentille et jolie fille du groupe. Sokka, c'est le comic relief cool. Toph, le garçon manqué tête brûlée. Hiro, le vieux sage toujours plein de bons conseils. Et Zuko est d'abord le méchant pas beau facilement reconnaissable avec une cicatrice et un chara-design qui fait très méchant. Puis l'ado Eiji un peu badass. Et si ça sonne réducteur quand j'en parle, c'est parce que les auteurs ont utilisé ces caractéristiques comme un des nombreux traits de personnalité des personnages et non comme des caractéristiques descriptives à part entière. Tous sont présentés comme des individus complexes et multidimensionnels, fruits logiques d'un développement dans des espaces spécifiques et des épreuves traversées. Si Katara se montre souvent douce et gentille, c'est qu'elle a très vite dû prendre la place de sa mère dans son foyer et que les souvenirs qu'elle garde de celle-ci sont ceux d'une femme douce et aimante. Si Toph est tête brûlée et rentre dedans, c'est qu'elle ne supporte pas qu'on la réduise à son handicap et cherche constamment à prouver qu'elle peut se débrouiller. Bref, vous m'avez compris. Le tout avec des interactions très fluides et bien gérées qui permettent d'exposer la situation actuelle et les rapports entre les personnages sans qu'on ait jamais l'impression que ça fasse faux ou qu'ils se sont subitement arrêtés de vivre pour t'expliquer où est-ce qu'on en est dans l'histoire. Le premier épisode par exemple est brillant en termes d'exposition parce qu'il suit Katara et Sokka en action et que la description de l'intrigue vient de leur interaction. En quelques minutes, on sait que Katara est maître de l'eau et que c'est rare là où elle se trouve, que leur mère est morte, que la guerre a considérablement appauvri leur peuple et qu'un mec relativement désespéré semble trousse de l'Avatar. S'ils ont des dialogues relativement explicatifs, ils ne sonnent pas faux ou forcés. Zuko, qui répète compulsivement qu'il doit trouver l'Avatar, est compréhensible au vu de la situation dans laquelle il se trouve, et Katara, qui s'énerve face à un garçon borné qui lui dit que c'est normal qu'elle s'occupe seule des tâches ménagères, est également compréhensible. Il va me falloir une modernisation de costume. Mesdames, il était évident que le public d'Avatar serait celui de Korra et que fatalement des comparaisons seraient faites entre les personnages de ces univers. But we're still a team! The new Team Avatar! Si Michael Dante DiMartino et Brian Conexico cherchent dès le début à nous faire comprendre que Korra ne sera pas Aang, les personnages de cette Team Avatar du futur sont clairement des réinterprétations des anciennes et vraiment pas les meilleurs. Les premières minutes du premier épisode sont en ça un bon résumé de ce qui ne va pas en termes d'exposition et de character development dans cette série. Il s'ouvre sur une Korra passive qui maîtrise déjà les éléments à 5 ans alors qu'elle n'a visiblement rien fait pour. Puis à qui on a trouvé des maîtres qui se sont déplacés pour elle, donnant l'impression que tout lui est tombé tout cuit dans le bec. Un élément récurrent dans la série. Pendant qu'on a littéralement besoin qu'un personnage qu'on ne reverra quasiment plus ensuite nous dise qu'elle manque de retenue. Problème qui n'en aurait pas été un si on avait eu une Korra présentée en pleine action, faisant son boulot d'avatar, cassant des trucs au passage, sous le regard dépité d'un vendeur de choux. Mais bon. Elle rencontre ses potes dans des épisodes à l'exposition pénible qui durent assez longtemps pour que tu comprennes que oui, c'est bien eux que tu vas te taper pendant 4 saisons. Korra, c'est le garçon manqué tête brûlée, et elle n'est littéralement que ça. Son évolution durant l'intégralité de la série est quasi inexistante, sauf... on
en reparlera. Mako est l'ado edgy un peu badass, et par ça, entendons qu'il fixe ses pompes en tirant la tronche du début à la fin de la série, en étant irresponsable et incapable de prendre une décision. Un peu comme ton pote métalleux du lycée qui passait son temps à te dire que personne pouvait comprendre l'étendue de sa souffrance, jusqu'à ce que tu comprennes qu'il s'était juste jamais remis que Pamela l'ait largué pour le premier mec qui se lavait les cheveux. Bolin, c'est le loser rigolo, mais là où Sokka était un brillant stratège indispensable au groupe, Bolin est juste débile et bruyant. Des fois il est drôle parce que c'est son rôle, mais il ne dépasse jamais ce stade de comic relief divertissant. Ensuite t'as Azami, c'est la jolie fille gentille. Et c'est tout. C'est littéralement tout ce qui l'a défini. Et un personnage un peu plus secondaire, on a Tenzin qui est le meilleur personnage de la série. Dommage qu'il se tape toujours les intrigues les plus absurdes et que ses propos les plus sensés soient constamment balayés par la force du Deus Ex Machina. Ce n'est pas que les personnages de la légende de Korra ne se tiennent pas, c'est plutôt qu'ils fonctionnent comme des archétypes de fiction. Et je suis tout à fait capable de m'attacher à des archétypes de fiction. Après tout, comme je l'ai dit précédemment, le modèle sériel sature de personnages facilement identifiables. Prenons X-Men, la série télévisée de 92. Les personnages ont tous des chara-design de figurines et un côté unidimensionnel, appuyé par un doublage qui est dans la surenchère perpétuelle. Tous les personnages s'appellent presque toujours par leur nom de code, et leurs rapports interpersonnels en sont tenus au strict minimum. Et c'est logique dans la diégèse de leur univers simpliste au possible, où le moindre conflit se règle à coups de boules de feu dans des combinaisons en latex bariolé. Mais l'univers de Korra ne se veut pas simpliste ou expéditif, au contraire, celui-ci se veut philosophique et assailli de questionnements politiques particulièrement délicats. Dès lors, le fait que Korra, qui fait continuellement face à des conflits allant de la guerre civile à l'installation progressive d'un régime totalitaire, s'en tienne à un mode de pensée ultra-binaire avec le bien d'un côté et le mal de l'autre, et pire encore que sa méthode d'application soit toujours de taper plus fort que la fois précédente, c'est un problème. Je ne dis pas qu'il est impossible d'avoir des personnages qui cognent avant de réfléchir, c'est même le parti pris de beaucoup de séries pour petits garçons que d'avoir un héros tête brûlée et rentre dedans. Sans parler de la chier de héros shonen dont le cerveau n'est composé que de 2 hémisphères, bagarre et manger. Sauf que ces héros évoluent la plupart du temps dans un groupe. Groupe, il y a toujours quelqu'un pour le raisonner, ou du moins pour lui dire que donner des coups de tête à répétition dans ce mur pour espérer l'ouvrir, c'est peut-être pas la meilleure solution. Dans Korra, tous ses potes semblent n'avoir aucun problème avec ses méthodes, à part peut-être Tenzin et Lin, et leur opposition ne sert à rien puisque la méthode de Korra fonctionne. À chaque fois! À la fin de la première saison, elle est capable de maîtriser l'air quand bien même elle n'a rien fait pour à part taper fort. Alors même que Tenzin lui répétait plusieurs fois que cogner comme une bourrine n'était pas ce qui lui permettrait de le maîtriser. Dans la seconde, elle cogne fort sur un portail spirituel pour l'ouvrir et ça marche. Elle se transforme aussi en géante bleue qui envoie des lasers et qui se bat avec un Dark Avatar, mais j'ai pas assez d'alcool dans le sang pour en parler. Dans la saison 3, elle survit à un poison métallique mortel parce qu'elle est vraiment très forte. Et dans la saison 4, elle a enfin évolué, mais encore une fois, j'ai pas assez d'alcool dans le sang pour en parler. Cela dit, si le mode d'action de notre héroïne est questionnable, les antagonistes de la légende de Korra, au-delà de leur complexité de surface, sont eux aussi assez incohérents et ont des objectifs avant tout dictés par les besoins du scénario. Chacun d'entre eux est censé représenter une idéologie, ou du moins un courant politique distinct. Amon, c'est le marxisme / le communisme, Unalaq, la théocratie, mais en fait oui, mais en fait non, Zahir, l'anarchie, et Kuvira, le fascisme. Ouais, si j'ai l'air si hésitante quand j'en parle, c'est parce qu'on a littéralement besoin que Toph nous explique c'était quoi les idéologies de ces mecs. Je ne dis pas que l'univers d'Avatar est particulièrement complexe, après tout, nous sommes dans un monde composé de seulement 4 pays aux caractéristiques suffisamment distinctives pour que le simple générique suffise à les différencier. Mais la différence fondamentale est qu'Avatar est le fruit d'un worldbuilding et de recherches considérables. Là où, en regardant Korra, j'ai l'impression que les auteurs se sont vraiment basés sur leurs connaissances et a priori, et se sont dit que c'était suffisant. Et bof. Pour critiquer le worldbuilding de Korra, il nous faut déjà savoir ce qu'est le worldbuilding et ce qui le différencie de l'écriture. Dans sa définition la plus standard, le worldbuilding,
littéralement création de monde, désigne le fait d'élaborer un univers. Le plus souvent, les critiques de worldbuilding sont faites dans les œuvres de science-fiction, car de manière évidente, nous sommes face à une réalité qui n'est pas la nôtre. Mais en vérité, chaque œuvre de fiction dépend d'une forme de worldbuilding. Que le film se veuille réaliste ou non, la façon dont les personnages interagissent avec les autres, dans quel espace et de quelle manière, implique de se poser la question de l'univers décrit. Même lorsque cet univers ressemble beaucoup au nôtre, la réalité diégétique de celui-ci dépend de son auteur. Prenons un film porno. J'essaie de capter votre attention comme je peux. Un soir, Pedro et Giselle invitent leur belle-mère pour une incroyable partie d'échecs. Oh là là, oui. Oui. Le lendemain, Giselle, qui décidément aime beaucoup les jeux de société, propose de retourner l'expérience, mais cette fois-ci avec son frère. Pedro, réticent aux premiers abords, répond « Oh non, je ne couche pas avec les mecs, juste avec ta mère. » Puis le plombier passe et met tout le monde d'accord par la force de ses gros arguments. Oh là là, oui. L'univers filmé ressemble sans doute beaucoup à notre réalité, mais de par l'hypersimplification des interactions entre les personnages, prétexte à des scènes de boules rocambolesques, ça n'est pas notre réalité. Nous nous trouvons ici dans une diégèse où les conventions sociales et le sexe n'y sont pas du tout perçus de la même manière, et où proposer un plan à trois avec sa mère n'est pas considéré comme particulièrement loufoque. Une œuvre de fiction ne peut dès lors pas se tenir sans un worldbuilding cohérent. Entendons par là un worldbuilding qui fasse sens dans sa propre diégèse. Je trouve par exemple que l'un des gros problèmes du Marvel Cinematic Universe est l'inconsistance de leur worldbuilding, changeant d'un film à un autre sans réel souci de continuité. Pour revenir à Avatar, cette série est un exemple de maîtrise en termes de worldbuilding. L'univers y est consistant, ses règles et délimitations sont claires et sa géographie bien établie. Si bien qu'un simple coup d'œil dans un épisode choisi au hasard est suffisant pour nous permettre de déterminer à quel endroit on se trouve et avec qui. Michael Dante DiMartino et Brian Conexico n'ont jamais caché leur ambition pour cette série, à savoir raconter une épopée héroïque dans le style de Star Wars, dans un univers d'inspiration asiatique. Leur prouesse a été de pousser ce concept jusqu'au bout et de ne pas se limiter à la vision occidentalisée que nous pouvons nous faire de l'Asie. Quand en Occident on dit Asie, on a tendance à penser Chine ou Japon, quand bien même la Chine est à elle seule plus grande que l'Europe. On sent en regardant la série qu'un véritable travail a été fait sur les différentes cultures et costumes, et après avoir fait quelques recherches, notamment du côté des consultants sollicités pour la série, je peux affirmer que ce sont des dizaines de références culturelles et historiques qui sont utilisées dans cet univers. Pour les mentionner rapidement, les nomades de l'air ressemblent beaucoup à des moines bouddhistes Vajrayana, qui sont des moines tibétains ou bhoutanais, jusque dans leur géographie relativement montagnarde et leur tendance au nomadisme. Leurs tenues sont inspirées des robes de moines tibétains, mais aussi des uniformes de moines Shaolin, qui, de par leur activité physique, avaient besoin de tenues fluides, leur donnant une grande liberté de mouvement que Aang semble également prioriser. La tribu de l'eau ressemble beaucoup à un mélange d'Inuits d'Amérique du Nord et à des peuples autochtones habitant les régions arctiques asiatiques. C'est notable de par beaucoup de leurs outils et armes faits à base d'eau et de bois, matériaux très utilisés dans ces deux cultures, et leur amour pour la viande et le poisson, des denrées très consommées dans ces zones froides où les légumes sont rares. Leurs costumes ressemblent beaucoup aux parkas de caribou traditionnels des femmes inuites et à des robes de voyage mongoles. Le royaume de la Terre, de par sa densité de population et l'espace qu'elle occupe, puise dans une variété de cultures et d'influences variant d'une région à l'autre. Ainsi, l'île Kyoshi est majoritairement d'inspiration japonaise, avec des uniformes qui ressemblent vaguement à des armures samouraïs et l'utilisation de tensen pour se battre. Et jusque dans sa géographie, c'est une île. La ville de Gaolin semble s'inspirer de tenues de la dynastie Tang et quelques uniformes coréens, et Ba Sing Se de la dynastie Qin avec un respect assez strict des castes et costumes portés en fonction des classes sociales. Et enfin la Nation du Feu, que beaucoup, moi y compris avant de faire des recherches pour cette vidéo, pensaient ressembler au Japon, est en vérité inspirée de la Chine et de la Thaïlande. Ce qui est logique de par le climat tropical de cette nation. Les tenues civiles ressemblent à des vêtements thaïlandais médiévaux ou des costumes cambodgiens. La royauté en revanche porte un attirail très proche de la dynastie Guan, jusque dans leurs costumes et coupe de cheveux, où le fait de porter des cheveux en chignon ou queue de cheval haute sert à indiquer son statut et sa dignité. Fun fact, dans beaucoup de cultures asiatiques, le fait de se raser le crâne est une forme de reconnaissance d'humilité ou d'humiliation. Simplement, vu que dans Avatar, le fait de s'attacher les cheveux en queue de cheval haute ou en chignon est un symbole distinctif de noblesse ou de fierté, je pense qu'on peut expliquer pourquoi est-ce que Zuko a cette horrible coupe de cheveux durant toute la saison 1. Chaque maîtrise des éléments est basée sur une forme d'art martial chinois, le Tai Chi pour la maîtrise de l'eau, Tai Chi is less about strength and more about alignment, body structure, breath and visualization.
Le Hungar Kung Fu pour la maîtrise de la terre. The Hungar practitioner generates power by strong stepping, using low stances and strong transitions from left to right. Le Kung Fu Shaolin pour la maîtrise du feu. It's a very strong, dynamic style that uses powerful hand and leg movements. Et le Bagua pour la maîtrise de l'air. The Bagua fighters are known for moving in a circle, constantly spinning back and forth. Et rien de tout ça ne semble jamais trop forcé ou appuyé. Les personnages ne sont pas des PNJ explicatifs au travers desquels on a mis tous les éléments culturels qu'ils sont censés représenter. Leur culture a indéniablement une influence sur eux, mais ils ne sont pas des coquilles vides interchangeables en fonction des peuples. Sokka est drôle, caractériel, vif d'esprit et a un certain penchant pour la bouffe. Et bien comme il vient du pôle sud, zone où les légumes se font rares, les aliments qu'il préfère consommer sont à base de viande. If I can just get out of this situation alive, I will give up meat and sarcasm. Le royaume de la Terre est extrêmement vaste, là où les tribus de l'eau sont bien plus petites. Fatalement, c'est un peuple bien plus exotisé, et croiser un citoyen du nord ou du sud suscite généralement l'étonnement. Aang, s'il est très clairement un moine d'inspiration bouddhiste, n'a pas une connaissance infinie des 4 nobles vérités ou des esprits. À vrai dire, il ne sait même pas ce qu'est un chakra lorsqu'il rencontre le gourou Pathik. On ne lui a pas filé le manuel du bouddhisme pour les nuls dès la naissance. Ses connaissances sur le sujet sont celles que l'on pourrait attendre d'un enfant de 12 ans, élevé dans ce type de culture et auprès duquel on s'est tenu à des discours généraux, puisqu'il était de manière évidente trop jeune pour pouvoir appréhender autre chose. Il ne reste qu'il est tout du long de la série très influencé par ses croyances pacifistes. J'en ai rien à faire, je le ramasse pas. Il ne reste qu'il n'est tout du long très influencé par ses croyances pacifistes et que sa compassion est un trait de personnalité majeur. Si je vous dis tout ça, c'est parce que je considère comme très important le fait de s'appuyer sur le nombre de recherches qui ont été nécessaires pour créer cet univers afin d'en comprendre la richesse. On sent réellement l'ambition de créer une genèse complexe qui se tient d'un bout à l'autre et qui, si elle foisonne de détails, ne les appuie jamais de manière trop insistante. Aucun épisode n'est consacré au choc des cultures et les divergences philosophiques ou politiques des personnages sont appréhendés exactement dans la manière dont on peut l'attendre dans cet univers, c'est-à-dire de façon extrêmement variée en fonction des personnages qui interagissent. La réussite de ce genre d'univers dépend d'un équilibre considérable et a un gros point faible particulièrement manifeste dans Korra. Je n'ai pas trouvé de terme français pour le décrire, alors appelons-le l'expansion d'univers non anticipée. Et pour fêter ça, un nouveau costume. Celui-là commence littéralement à s'écrouler. Il existe plusieurs façons de conclure une série télévisée. La conclusion qui n'en est pas une, quand une série s'arrête de produire des épisodes mais qu'aucune conclusion particulière n'a été tirée, c'est souvent le cas pour les œuvres non feuilletonnantes, donc non applicables à Avatar, la fin ouverte et la fin fermée. Par fin ouverte, entendons une fin qui ne conclut pas son histoire et qui demande soit au spectateur d'imaginer la fin, soit d'attendre une suite. Par conséquent, laisser des questions en suspens ou des mystères non résolus à la fin d'une série n'est pas suffisant pour faire une fin ouverte si, à la fin de l'épisode, les enjeux majeurs ont été résolus. À la fin d'Avatar, on ne sait pas combien de temps prendra le monde pour se remettre de cette guerre. On ne sait pas ce que les parents de Toph pensent d'elle, on ne sait pas où est la mère de Zuko ou même s'il est encore en vie, et on ne sait pas ce qu'il va advenir d'Azula. Mais ça n'a pas d'importance, ces questions rendent l'univers riche et en mouvement, et l'absence de réponse ne gâche pas le plaisir de visionnage. Aang est parvenu à maîtriser les 4 éléments, a vaincu le Seigneur du Feu et mis fin à la guerre, soit ce que Katara espère qu'il fasse depuis le début de la première saison. On sent, en regardant cet épisode, que cette fin était anticipée depuis le début, et qu'elle marque la fin de l'univers d'Avatar. C'est donc une fin fermée. Les auteurs nous ont livré leur histoire. On peut être un peu triste que ça se soit terminé car nous nous étions attachés aux personnages et à leurs intrigues, mais c'est une fin très satisfaisante qui conclut très bien les aventures de nos héros. Il est arrivé à plusieurs reprises que des séries victimes de leur succès tentent une suite après fin fermée. Galactic Football, Code Lyoko, Foot de rue, Wakfu, etc. Le plus souvent, le modèle est le suivant. L'on reprend les thématiques déjà exposées au sein de la première œuvre à travers le regard de nos personnages principaux ou d'une nouvelle génération qui va vivre de nouvelles péripéties, parfois avec l'ajout de nouvelles règles et une expansion d'univers préétabli. Les séries de sport sont généralement celles qui s'en tirent le mieux dans ce cas de figure. Une compétition est terminée ? Très bien, organisons-en une nouvelle, éventuellement avec de nouvelles règles pour X ou Y raison, poussant nos héros à se surpasser davantage. Cela peut en revanche être plus délicat pour les séries d'aventure, parce que là où une compétition sportive n'implique que sa discipline, faisant que son changement ou l'ajout de nouvelles règles ne semble pas absurde outre mesure, une série d'aventure implique soit que le grand méchant n'ait finalement pas été vaincu, soit l'émergence d'un nouveau grand méchant encore plus dangereux que le précédent, et la plupart du temps de nouvelles règles et de l'expansion de l'univers de fiction. Wakfu tente de
de faire ça à 2 reprises, avec la saison 2 et la saison 3. La saison 2 est globalement moins maîtrisée, mais le tout reste fluide et très agréable à regarder. La saison 3, en revanche, tente d'étendre son univers là où ça n'était vraiment pas nécessaire, et en arrive à une conclusion bancale, avec un méchant qui supposément était à l'origine de tout. Sauf qu'il ne l'était pas, qu'il a été pensé pour cette saison, et que le trope du « c'est moi qui suis à l'origine de tout » ne fonctionne pas quand le personnage a été pensé pour une suite. C'est pas mal le souci du world building de Korra. Il est important de signifier que globalement il se tient et se montre même parfois plus riche que pouvait l'être Avatar. Ça aurait été absurde de faire une suite à Avatar, les enjeux auraient forcément été moindres face à l'incroyable épopée qu'avaient été ces 3 saisons. Proposer de nouveaux enjeux avec une nouvelle génération fait donc tout à fait sens. La légende de Korra se situe environ 70 ans après Avatar. Récemment très impacté par une forte révolution industrielle, l'univers médiéval connu laisse place à une civilisation bien plus steampunk et une esthétique qui rappelle beaucoup le New York des années 20. La Nation du Feu nous avait déjà été présentée comme une société relativement avancée sur le plan technologique et la suggestion d'un futur où les nations auraient combiné leur savoir-faire, provoquant un boom industriel considérable, est assez crédible et proche de ce qui est historiquement vérifiable. Même les points un peu plus gros, comme les maîtres de la foudre en usine ou plus généralement la diversification des maîtrises alternatives, peuvent s'expliquer par le fait qu'ils se soient simplement adaptés à leur univers plus industriel et que le fruit du hasard nous fait croiser des maîtres particulièrement brillants, chose plausible dans la mesure où on suit l'avatar. Les scènes d'action sont toutes bien maîtrisées et Korra présente des techniques de combat bien plus diversifiées que son prédécesseur. Dans Avatar, les personnages se battent d'après l'art martial qui a inspiré leur maîtrise. Si certains peuvent développer des styles un peu plus distinctifs, comme Toph ou Hiro, la série semble globalement supposer que ce sont des maîtrises qui se valent en elles-mêmes. Dans Korra, les maîtres semblent développer des maîtrises beaucoup plus spécifiques à leur environnement et leurs préférences. Les mouvements de Kia par exemple ressemblent bien plus à du bagua que du tai chi, ce qui s'explique par le fait qu'elle soit la fille de Aang. Inversement, Zahir semble maîtriser l'art comme une extension de son propre corps, logique justifiable par le fait que ce ne soit pas un élément qu'il maîtrise depuis longtemps. On sent réellement une continuité d'univers et l'impression que celui-ci a continué à évoluer hors cadre. C'est pourquoi quand on est face aux horribles tournures scénaristiques de la saison 2 et 3, ça n'est que plus insupportable. Parce que réfléchir les maîtrises et les évolutions dans un macrocosme en plein développement est une chose. Improviser des origines à une mythologie via des interactions avec des personnages que rien ne suggérait auparavant, c'est autre chose. C'est là qu'est toute la faiblesse des expansions d'univers non anticipés, surtout dans les univers particulièrement bien exposés. Quand une fiction s'est donné du mal pour te décrire un univers complexe et cohérent, avec une logique qui lui est propre, tenter de rajouter des éléments supplémentaires est généralement bancal et grossier. Ici, le fait qu'on narre les origines de l'avatar, et plus généralement des maîtrises, sort un peu de nulle part et explique ce qui n'avait pas besoin de l'être. Dans cet univers, les gens sont capables de maîtriser les éléments en fonction des nations où ils sont nés. On ne sait pas exactement pourquoi l'avatar existe, pourquoi les maîtrises existent, ou pourquoi certains sont maîtres tandis que d'autres non. Ils existent, et c'est tout. Ce sont des informations suffisantes qui ne gagneraient pas à avoir des explications. Imaginez une série X-Men qui décrirait ce qui cause précisément les dérèglements génétiques chez les mutants. Que l'on se sente obligé d'expliquer les origines de l'avatar, chose absolument pas nécessaire, sonne ajouté là pour être là parce qu'il fallait bien raconter quelque chose. On se retrouve donc avec une réponse claire à quelque chose qui n'en avait pas besoin, et pire encore, ces réponses viennent ruiner le mythe de la série précédente. Lorsqu'Aang confronte ses vies antérieures, on te montre qu'une infinité d'avatars ont existé avant lui, et le fait qu'on ne sache jamais jusqu'où ces réincarnations s'étendent participe à la mystification de notre héros. Maintenant, on sait qui est le premier avatar, on sait pourquoi il existe, on sait qu'il est le fruit d'une époque oubliée jamais mentionnée auparavant, et de conflits d'esprit très beaucoup dangereux, eux aussi jamais mentionnés auparavant. Les esprits, parlons-en, après tout le mal que je me donne pour les représenter depuis le début. Dans Avatar, les esprits sont présentés comme des entités ni totalement divines, ni totalement mortelles, qui ont un fonctionnement qui leur est propre, et qui n'est pas nécessairement compris par les humains. Ils fonctionnent beaucoup comme les fantômes que l'on peut voir dans le cinéma d'horreur asiatique, des entités qui ne sont pas particulièrement hostiles, mais qui peuvent poser problème par leur simple existence. Le voleur de visages n'est pas mauvais, ils veulent juste des visages parce que c'est comme ça, et c'est un problème pour ceux qui croisent sa route. Ce traitement de la théologie dans un univers de fiction pour enfants est assez subtil et diffère beaucoup des standards occidentaux. It's been a long time since I've added a child's face to my collection. Ça serait dommage de pas essayer de le justifier, hein. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une origin story pétée, avec un esprit du bien blanc et un esprit du mal noir, et que comme de par hasard, il se réincarne tous les 10 000 ans, et que comme de par hasard c'est tombé sur Korra. Par
Parce que dans un univers aussi énigmatique que celui des esprits, ce dont on avait besoin, c'est des entités manichéennes et christiques du mal et du bien. Tu ne comprends même pas ce que ça essaie de te dire ou où ça veut aller. La saison se termine sur un combat incompréhensible avec une Korra transformée en géante bleue avec des pouvoirs mystiques. Me demandez pas pourquoi Unalaq est devenu un Dark Avatar. Dark Avatar, sérieux quoi. La saison 2 se conclut sur une idée intéressante, celle de laisser le portail spirituel ouvert, rétablissant une connexion entre humain et esprit. Ça sert aussi à justifier les péripéties de la saison 3 et bof. Pour une raison pas tout à fait claire, l'ouverture du monde des esprits a provoqué l'émergence de nouveaux maîtres de l'air. Entendons par là des gens qui se sont réveillés et qui pouvaient d'un coup envoyer des bourrasques de vent. C'est quand même vachement pratique vu que les maîtres de l'air, ils étaient en voie d'extinction. Au-delà de toute la maladresse de worldbuilding que ça représente, on parle d'une règle dont on n'avait jamais entendu parler avant, sortie d'un chapeau pour justifier l'apparition non moins absurde de nouveaux maîtres de l'air. C'est un péché scénaristique qui fait mal. De une, parce que la seule chose qu'apporte l'émergence massive de nouveaux maîtres de l'air est du fanservice plutôt bancal, et de deux, que ce fanservice se fait aux dépens de toute la rigueur scénaristique dont la série avait jusque-là fait preuve. La disparition des maîtres de l'air, c'est un élément qui a eu un impact énorme dans Avatar, jusque dans son titre. Notre héros devra passer sa vie avec la conscience que le peuple et la culture qu'il a aimé sont morts. Son fils Tenzin ressent une pression similaire car il porte sur ses épaules tout un héritage culturel qu'il essaie désespérément de protéger. Ce n'est clairement pas un conflit pensé pour être solvable, en tout cas certainement pas sur le court terme. C'est la conséquence d'un siècle de guerre génocidaire qui a laissé des cicatrices partout dans le monde. Cicatrices qui prendront du temps à disparaître. C'est triste, mais c'est un état de fait qui sert à souligner les gravités de la guerre. Faire apparaître de nouveaux maîtres de l'air, si ça soulage nos personnages, détruit toute dimension tragique que peut avoir une guerre et ses conséquences. Pourquoi est-ce que je devrais être investi lorsqu'Aang découvre le cadavre des siens si je sais que dans un futur proche, les nomades de l'air seront de nouveau une nation prospère? Alors oui, cette émergence des maîtrises permet l'apparition de Zahir, le protagoniste de la saison 3, mais là encore sa logique et ses objectifs sont bancals. Bancal étant globalement un terme qui m'est revenu souvent quand j'ai regardé Korra au vu de la préparation de cet épisode. Pourquoi? Parlons un peu de l'écriture de Korra, voulez-vous? Peu de mots sauraient exprimer l'inconfort actuel que je ressens. Je ne sens plus mon visage. Est-ce que j'ai besoin de préciser que l'écriture d'Avatar est excellente? Elle est intelligente et réfléchie, et même si elle traite de sujets simples avec un méchant qu'il faut vaincre, elle le fait de façon très créative. Korra, de son côté, a tenté une approche beaucoup plus complexe. Et complexe ne veut pas dire mieux. Pour reprendre l'exemple d'X-Men, la série des années 90 est simpliste au possible et traite ses sujets de façon très directe et frontale, ce qui n'est pas le cas pour la série X-Men des années 2000. Elle a une approche beaucoup plus sérieuse et c'est une série bien moins maîtrisée en termes de rythme et de narration, principalement parce qu'elle n'exploite jamais complètement les thèmes qu'elle aborde. Du côté de Korra, plus que l'exploitation, le problème vient principalement de l'exécution des thèmes abordés. La série entière regorge de bonnes idées, mais elles sont presque systématiquement traitées de la façon la plus maladroite possible, amenant à une conclusion bien trop simpliste au vu de la complexité des enjeux. Je l'ai dit, le fait que Korra ait un traitement des choses particulièrement binaire est relativement frustrant, et la série semble même suggérer à plusieurs reprises que cette frustration, l'héroïne la partage. Après tout, elle passe plusieurs saisons à s'interroger sur sa place dans le monde et combien elle est nécessaire. Le problème, c'est que bien qu'elle se pose ces questions, elle n'évolue jamais vraiment, se contentant de taper fort là où le scénario le demande. Problème qui n'en serait pas un si cette méthode n'était pas considérée comme suffisante. Dans la saison 1, elle rencontre Amon, l'antagoniste principal. Il tient des propos relativement intéressants sur la place des non-maîtres dans un monde qui glorifie la maîtrise, la notion d'égalité, et la façon dont les personnes ne disposant pas de maîtrise sont traitées. Ce sont des questionnements qui sont pertinents et qui devraient, au moins, donner suite à une réflexion sur le sujet de la part de Korra. Sauf que... non. Non, parce que finalement, les non-maîtres, ils sont pas particulièrement opprimés, du moins on suppose que c'est le cas, puisqu'on n'en reparle plus jamais ensuite, et que Amon, en vérité, il en a rien à faire de toutes ces notions d'égalité. Tout ce qu'il veut, c'est défendre ses propres intérêts, parce qu'en fait, il a un passé tragique et bla 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 bla. Amon est supposé représenter des valeurs marxistes, du moins c'est ce que j'ai vu dire un peu partout durant mes recherches pour cette vidéo, et si c'est le cas, ça ressemble beaucoup au marxisme imaginaire inventé par les Américains.
Sans prétendre être une experte sur la question, j'ai eu un intérêt bien spécifique pour le marxisme dans mes années lycée. Pour le décrire brièvement, le marxisme part du principe que la lutte des classes, entendons par là les tensions dans une société hiérarchisée et divisée en classes sociales où chacun lutte pour sa situation économique, doit aboutir à l'émancipation du prolétariat, soit la classe sociale opprimée. Cette idéologie est souvent perçue comme liberticide et dangereuse et ses modes de fonctionnement et penseurs sont souvent caricaturés à l'extrême, en particulier aux États-Unis. They called a doctor by the name of Karl Marx. He surgically removed my common sense. Dr. Karl even gave me utopian optical implants, inoculated me against reality, so I could finally see the big picture. I was cured, so I made it my mission in life to cure others. À supposer qu'Amon soit effectivement un représentant du marxisme, ses modes d'action ressemblent effectivement à ceux des communistes imaginaires dépeints durant le macartisme. Oh de Dieu, Blake, vous êtes un communiste, ça crève les yeux. Il tient des discours qui sont supposés faire peur, puisqu'il vise à interdire les maîtrises et torture des maîtres pour que ceux-ci ne soient plus capables de contrôler leurs éléments respectifs. Et comme il s'avère que ces discours ne sont en vérité qu'une façade pour des intérêts bien plus égoïstes, les gens qui le suivent paraissent particulièrement crédules et de mauvaise foi. Zahir, bien qu'il soit l'antagoniste le plus intéressant, souffre de ce même type de traitement. Il commence avec un discours intéressant sur les libertés, l'absurdité de notions telles que les frontières et son opposition à toute forme de suggestion politique, pour en arriver à la conclusion que le chaos est l'ordre naturel de toute chose. Ok. Là aussi, sans être une experte sur la question, l'anarchisme part du principe que l'autorité n'est pas nécessaire au sein de l'organisation sociale pour assurer son bon fonctionnement. C'est une idéologie qui estime qu'une société où chacun participe en fonction de ses aptitudes, sans aucune forme de domination, nous serait plus profitable. Elle implique de croire profondément en l'être humain, de croire que celui-ci est capable de faire passer un collectif avant lui, parce qu'il est naturellement bon et bienveillant. Pas que le chaos est l'ordre naturel de toute chose. Même les nihilistes ne pensent pas ça. Encore une fois, on est sur une caricature très américaine. C'est en ça que je pense que les auteurs se sont uniquement basés sur leurs propres connaissances et a priori pour Korra. Ce n'est pas juste que des sujets idéologiques et politiques ont été simplifiés pour être compris par une audience jeune, c'est qu'on a repris des sujets et idéologies politiques complexes pour les traiter de la façon la plus débile possible. Et on sent, au vu du ton sérieux de la série, que cette caricature n'est pas volontaire, mais vraiment juste le fruit de décisions scénaristiques particulièrement mal amenées. C'est d'autant plus dommage que la série était en terrain fertile, qu'il laissait une grande place au débat. Après tout, il nous avait déjà été montré que chaque nation avait un mode de vie et une culture auquel nos personnages étaient particulièrement attachés. Les nomades de l'air ont même déjà un mode de vie qui est relativement proche de l'anarchisme. Les enfants sont élevés par un collectif plutôt que par leurs simples parents biologiques, et vivent dans une société sans classe où la notion d'autoritarisme et d'armée leur paraît étrangère. En ça, le fait que Korra se contente juste de rétablir un espèce de statu quo à chaque fois qu'elle désigne un méchant est dommage, et même quand ce n'est pas le cas, et que ces décisions impliquent des changements, rien ne les explique vraiment, et celles-ci ne sont jamais plus exploitées que ça. Korra semble perpétuellement confondre modération et équilibre, raisonnable et révisionniste, et radical et extrême. C'est pourquoi quand les scénaristes déterrent Toph de sa tombe pour qu'elle t'explique c'est quoi les enjeux des personnages, et te faire pleurer parce que oh putain ils ont osé la vieillir, je peux pas m'empêcher d'avoir un goût amer dans la bouche. What did Amon want? Equality for all. Unalaq, he brought back the spirits. And Zahir believed in freedom. I guess. The problem was, those guys were totally out of balance, and they took their ideologies too far. Les justifications qu'elle donne aux antagonistes me paraissent insuffisantes, et surtout ça crie à la béquille scénaristique, parce que globalement ce que Toph te dit c'est « Nos méchants sont complexes et porteurs d'idéologies subtiles, ils sont juste allés trop loin, l'extrémisme c'est pas bien. » Mais ça veut dire quoi, extrémiste? Extrémiste par rapport à qui? Par rapport à quoi? Me regardez pas comme ça, c'est pas ma faute si les changements de costumes sont devenus complètement aléatoires. Je sais même pas ce que ça représente, on dirait le croisement entre une voyante incarcérée anarchiste et une pute. On était où? Alors, extrémisme, terme pour décrire une doctrine dont les adeptes refusent tout compromis ou toute modération.
Un peu comme Korra qui refuse délibérément d'apprendre la maîtrise de l'air? Comme Aang qui jusqu'au bout se refuse à tuer le Seigneur du Feu? On a tous des positionnements extrêmes, même débiles. Je me refuse catégoriquement à regarder Boruto. Apparemment c'est une bonne série, les personnages sont cool et l'univers est intéressant, mais je refuse de regarder une série qui s'est construite sur les cadavres des personnages que j'ai aimés et suivis, et dont la tournure était plus dégueulasse, plus décevante, plus épouvantable que ce que mes pires cauchemars auraient pu envisager. Je refuse de croire que ce connard se reproduit. C'est un positionnement face auquel je refuse de faire des compromis, et donc qu'on pourrait qualifier d'extrême. Extrême en soi, ça veut pas dire grand chose, parce que ça impliquerait qu'il y ait un milieu, sorte d'absolu moral qu'il faudrait nécessairement atteindre. Donc, utilisons plutôt le terme radical, ça nous laisse déjà plus de marge. Avoir un positionnement radical, ça n'est pas mal en soi. Au-delà de tout débat sur le relativisme moral, nous avons tous des positionnements qu'on pourrait qualifier de radicaux, parfois même sans nous en rendre compte. Les personnages d'Avatar comme de la légende de Korra prennent régulièrement des décisions radicales. Aang, en son existence même, est une mesure radicale pour contrer la Nation du Feu. Quand il refuse de tuer le Seigneur du Feu Ozai au péril de sa vie, c'est radical par rapport à ce qui est attendu de lui. Zuko qui va confronter son père, c'est une façon radicale de faire la paix avec lui-même. Korra qui refuse d'apprendre la maîtrise de l'air, c'est un positionnement radical. Et quand elle décide de laisser les portails du monde des esprits ouverts, c'est aussi une décision radicale. Bref, vous m'avez comprise, des modes d'action radicaux, il y en a un peu partout. Bon, on est dans un dessin animé pour enfants, présenter une dichotomie claire entre ce qui est bien et ce qui est mal est très attendu. Mais les positionnements de nos protagonistes, qu'est-ce qu'ils ont de mal en soi? Pour Onalak, c'est compliqué parce que personne ne sait ce qu'il veut vraiment. Kuvira, bon, c'est une fasciste qui maîtrise le métal. Ok, mais Amon et Zahir. Le monde que dépeint Amon dresse une différenciation claire entre les maîtres et les non-maîtres. Donc si ce qu'il dit est vrai, est-ce que ça ne devrait pas au moins susciter un minimum de questionnement de la part de nos héros? Surtout qu'il y a des non-maîtres parmi eux. Interdire la maîtrise, c'est radical, mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose si cette maîtrise entraîne la souffrance, l'oppression et la marginalisation d'un groupe. Aang a déjà eu recours à des méthodes similaires en retirant sa maîtrise à Yakone ou au Seigneur du Feu. Et cette notion d'une maîtrise interdite / restreinte est même au cœur de certains univers. Galactic Football en a fait une caractéristique suffisamment importante pour qu'elle soit mentionnée à chaque générique. Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. Leur puissance est telle qu'on a interdit de les utiliser, sauf dans un domaine. Un sport devenu le plus spectaculaire de tous, le Galactic Football. Bon, après Galactic Football, c'est des aliens qui jouent au foot. Si les mesures désirées semblent assez contraignantes, elles devraient au moins faire débat. Sauf qu'en fait non, parce qu'en fait Amon est un maître de l'eau et qu'il est super méchant parce que son papounet lui a fait de la peine et bla bla bla. Et puis on n'a pas le temps pour ces conneries, il faut plutôt s'intéresser au carré amoureux bizarre de la team Avatar bis. C'est une faiblesse d'écriture qui se ressentira durant toute la série, confondant simplifier un personnage et une idéologie et la caricaturer. Ozai n'a rien de complexe, c'est un méchant totalitaire simplifié comme on en trouve à l'appel dans les séries pour enfants, mais il se tient malgré tout en tant qu'antagoniste, ses intentions sont claires, les raisons de ses actions le sont également. C'est un monarque qui a toujours vécu dans le fantasme d'être le représentant d'une nation élue, qui de par sa grandeur devrait s'étendre à travers le monde. À tout hasard comme les occidentaux qui ont longtemps justifié le colonialisme par l'argument de la mission civilisatrice. Il n'a jamais quitté son palais et donc n'a jamais été confronté à une opinion alternative, et quand bien même ce serait le cas, la position qu'il occupe lui confère bien trop de privilèges pour qu'il décide de s'attarder dessus. La série suggère même que Ozai, même selon le mode de pensée des siens, est particulièrement hardcore. On parle de quelqu'un qui n'a pas hésité à faire assassiner son père, de quelqu'un qui aurait tué son fils si sa mère ne l'avait pas protégé, et de quelqu'un qui plus tard lui brûlera le visage sans y penser à deux fois. Quelqu'un qui semble si obsédé par la notion de pouvoir qu'il semble avoir perdu toute capacité d'empathie. Zahir, en comparaison, a des objectifs confus et un mode de pensée absurde. À quel moment l'idée de mettre fin aux figures d'autorité qui, il l'est montré plusieurs fois, sont incompétentes, se solde d'une conclusion comme quoi il faudrait rétablir le chaos, ordre naturel des choses. Même Toph n'arrive pas à nous résumer les fondements idéologiques de ce mec. And Zahir believed in freedom.
Ouais, mais j'ai envie de dire, qui ne croit pas à la liberté? C'est d'autant plus absurde que cette notion de la figure d'autorité était débattue même au sein de la team Avatar. La notion de chef qui était souvent débattue, et rappelons que Aang a grandi dans un temple où ceux qui se rapprochaient le plus d'un chef étaient un groupe interchangeable de moines. On se retrouve donc avec des personnages aux propos sensés à qui on a artificiellement rajouté un background de méchant. Or, il n'y a rien de pire qu'un antagoniste avec une idéologie tout à fait raisonnable, car on peut avoir un positionnement radical et raisonnable, faisant tout à fait sens dans la diégèse établie, à qui on a artificiellement rajouté un skin de méchant, diabolisant cette idéologie au passage. Je crois que c'est pour ça que j'aime pas Magneto, surtout celui joué par Michael Fassbender. Mais bon, il n'y a pas que les méchants dans cette série qui sont foirés, et ça n'a jamais plus posé problème qu'avec Korra. La série se la traîne tout du long et on ne sait jamais trop quoi en faire, c'est assez insupportable. Tout lui réussit en permanence sans qu'elle n'ait jamais besoin de faire d'efforts. La maîtrise de l'air lui est offerte sur un plateau d'argent, l'état d'avatar aussi, état qu'elle peut utiliser à son bon vouloir, ce qui réduit quand même pas mal la tension dramatique. En fait, je pense que je n'aime pas particulièrement Korra pour les mêmes raisons que je n'aime pas particulièrement Ben Tennyson dans Ben 10. Ben 10 nous raconte les aventures d'un gamin qui trouve une montre magique qui lui permet de se transformer en plusieurs aliens différents et qui combat un nouveau méchant à chaque épisode. Ben ne réfléchit jamais à ce qu'il fait, ne prend jamais en compte la sécurité des autres et ne pense presque jamais à autre chose que s'amuser avec sa super montre de l'espace. Son grand-père et sa cousine essaient plusieurs fois de le raisonner, mais comme Korra, leurs propos, aussi sensés qu'ils soient, sont constamment balayés par la force du scénarium. Ben n'a aucune raison de changer, puisque foncer dans le tas marche toujours et que personne n'est jamais en danger. Mais Ben 10, c'est avant tout une série qui exploite le fantasme d'un enfant, à savoir d'avoir de super pouvoirs. Que rien n'ait jamais de conséquences n'est pas très grave outre mesure, puisque nous sommes vraisemblablement dans un univers issu de l'imagination d'un gosse. Ce qui n'est pas le cas de Korra, et je pense que les scénaristes ne s'en sont rendus compte que trop tard, et c'est donc dans une tentative désespérée de nous la rendre appréciable qu'on a eu droit à la saison 4. C'est bon. Il y a assez d'alcool dans mon sang pour que je ressente plus la douleur. Bon, la saison 4 nous introduit le personnage de Kuvira, sorte de totalitariste avec une vague esthétique stalinienne, et une Korra qui, traumatisée par ses dernières batailles, a fui sa responsabilité d'avatar pour vagabonder au royaume de la Terre. Nous sommes donc face au classique argument traumatisme. Je m'explique. Lorsqu'un personnage vit des événements qui changent sa manière de se comporter et d'interagir avec les autres, l'on peut supposer qu'il a vécu un traumatisme, et que ce traumatisme va avoir un impact sur les événements futurs. Aang, affaibli et blessé au début de la saison 3 d'Avatar, est un bon exemple. Mais la légende de Korra semble surtout dresser un parallèle entre l'héroïne et Zuko, jusqu'à partager un titre d'épisode. Dépeindre des traumatismes est une pratique courante au sein des œuvres de fiction, pour une multitude de raisons. Apporter une dimension tragique à l'histoire, nous donner envie d'en savoir plus sur les personnages et l'univers dans lequel ils vivent, et, le plus souvent, de susciter l'empathie des spectateurs. Et écrire un traumatisme, c'est particulièrement délicat, ça repose sur un équilibre qui doit être savamment calculé, sous peine de foirer son écriture. Trop utilisé, ça devient redondant et perd toute dimension tragique. Salut les moches! Mal utilisé, ça devient la seule caractéristique pour décrire le personnage et ne suffit pas pour susciter notre intérêt. Ça va Jenny? On te dérange peut-être? Alors oui, nous montrer les tumultes intérieurs de quelqu'un force la plupart du temps la sympathie. Effectivement, Korra a l'air de s'en prendre tellement plein la gueule durant tout le début de sa saison qu'on est obligé d'avoir un peu de peine pour elle. Mais de une, il aura fallu 3 saisons de stagnation psychologique pour en arriver là, et de deux, la seule évolution auquel on a droit, c'est qu'elle nous montre qu'elle souffre. Je suppose qu'au point où on en est, on peut pas vraiment faire les fines bouches et que toute évolution est bonne à prendre. Mais si le seul motif de changement de ton protagoniste est une expérience traumatique, alors il faut que celle-ci fasse sens, surtout quand elle est supposée faire miroir à celle d'un autre personnage particulièrement brillant dans son écriture. Et comment dire... non. Un nom douloureux, un astronomique, non. Un nom qu'aucune absinthe ne saurait apaiser, bref, vous m'avez compris. J'ai revu Avatar à plusieurs reprises dans ma vie, et si quand j'étais une préado je regardais Toph avec des étoiles dans les yeux, Zuko me touchait beaucoup plus à 18 ans. C'est un excellent personnage de fiction, son écriture est intelligente, fluide et bien gérée, ses évolutions sont cohérentes, et son arc de rédemption est l'un des plus réussis qu'il m'ait été donné de voir, tout support artistique confondu. Au-delà de ça, peu de séries n'ont traité le sujet du traumatisme et de ses conséquences de façon aussi méticuleuse qu'avec lui. J'ai des frissons à chaque fois que je revois cette scène où il confronte son père, c'est pour moi la meilleure de la série. Elle est moins spectaculaire que beaucoup des scènes de combat, et moins réconfortante que beaucoup de nos interactions entre les héros, mais elle résonne en moi de façon quasi vibratoire. C'est aussi pour ça que je tenais à sortir de mon personnage pour l'épisode d'aujourd'hui. Bon, je sais que ça sonne un peu paradoxal dit comme ça avec mon énorme œil sur le front, mais on va y venir. Parce que pour exposer un peu la suite de mes arguments, il va falloir que je parle de moi.
Faudrait vraiment que j'aille voir un psy pour mes problèmes d'ego. Quand j'avais 17 ans, j'ai rejoint une troupe de théâtre avec parmi elles un garçon pour qui j'avais une forte admiration. Je le trouvais beau, je le trouvais intelligent et j'étais frappée par son charisme. Quand on a sympathisé, il a tout de suite su que j'étais lesbienne. Oui, je sais, j'en avais jamais parlé avant, ça doit être un véritable choc pour tout le monde. J'étais effectivement très attirée par lui, je le cachais pas, mais c'était une attraction d'ordre purement platonique. Ça non plus, je le cachais pas. Un jour, il m'a proposé de passer chez lui, soi-disant pour revoir un scénario que j'avais écrit. Finalement, il a dit que ça ne l'intéressait pas et qu'il préférait plutôt qu'on se détende. On a commencé à regarder un film, mais il l'interrompait constamment pour poser des questions bizarres de type est-ce que t'as déjà eu un copain ou est-ce que t'as déjà couché avec un mec? Et puis à un moment, il a passé sa main entre mes cuisses. Comme ça. Je l'ai immédiatement repoussé et j'ai gardé un souvenir photographique de la conversation qui a suivi. Arrête de jouer. Me dis pas que je joue, ça me donne l'impression que je suis hypocrite. J'ai jamais dit que t'étais hypocrite. Alors pourquoi tu me repousses? Je me rappelle m'être sentie immédiatement coupable après ça. Me dire que j'étais une menteuse et une manipulatrice, m'excuser encore et encore, lui dire que je ferais tout pour racheter notre amitié. Toutes les fois où on s'est vus après, c'était bizarre, j'étais toujours mal à l'aise. Je me sentais toujours coupable et j'osais rien lui refuser. Et je me demandais, pourquoi est-ce que je me sens toujours aussi mal en sa présence? J'ai depuis vécu des événements qu'on pourrait qualifier de plus traumatisants, comme me faire tabasser par 3 mecs à la sortie d'un métro, parce que j'avais embrassé une amoureuse pour lui dire au revoir. Mais curieusement, ça n'a jamais laissé cette même trace, et j'ai jamais compris pourquoi. Ce n'est qu'en revisionnant Avatar en vue de la préparation de cet épisode que j'ai compris. Ça fait toujours plus mal quand c'est quelqu'un en qui on a confiance. Je ne dis pas qu'il faudrait placer une hiérarchie des souffrances ou qu'on est tous affectés par les choses de la même manière, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très universel dans les blessures qui touchent à la sphère de l'intime. Presque tous les personnages d'Avatar ont de lourds bagages, mais celle de Zuko, elle touche à cette affaire de confiance. Zuko a été blessé et humilié par quelqu'un qui l'aimait et dont il cherchait l'approbation. Sa première réaction est de penser que c'était sa faute et que c'était lui qui était en tort. Lui qui avait fait quelque chose de mal, qu'il mérite ce qui lui arrive et qu'il doit tout faire pour se racheter. Son processus de rédemption et de guérison passe par le fait qu'il doit reconnaître que non, ce n'est pas lui qui était en tort. Et que oui, ce qu'on lui a fait était cruel et qu'il n'a aucune raison de chercher de l'amour de quelqu'un qui l'a maltraité. Je n'étais pas mal à l'aise avec ce garçon parce que j'avais mal agi avec lui. J'étais mal à l'aise avec ce garçon parce que lui avait mal agi avec moi. Ça ne servait à rien que j'essaie de préserver notre amitié. Elle était morte à la seconde où, en toute connaissance de cause, il avait passé ses doigts entre mes cuisses. Quand je vois cette scène où Zuko fait face à son père, je vois quelqu'un qui sait ce que c'est que le traumatisme, quelqu'un qui comprend dans sa chair les traces que ces événements peuvent laisser et la manière dont on réagit face à eux. Cette scène a été écrite par quelqu'un qui sait ce que c'est qu'être abusé et de justifier cet abus pour préserver une relation ou une situation, et surtout qui sait que la seule manière de s'en sortir, c'est de reconnaître que ce qui s'est passé était grave et que c'était l'autre qui était en tort. Zuko est un des personnages les plus aimés de cet univers et ça se comprend. On n'est peut-être pas tous des princes bannis et déchus de notre rang portant une cicatrice maudite, mais on sait à peu près tout ce que ça fait d'être blessé par quelqu'un en qui on avait confiance et d'avoir pour première réaction de se dire qu'on est fautif. Et ça ne rend le traitement du traumatisme de Korra que plus insultant. C'est insultant parce qu'en plus de n'être là que pour la rendre plus supportable après 3 saisons de néant évolutif, il ne la considère jamais comme autre chose qu'une péripétie supplémentaire à ajouter à la saison. Jamais il ne traite le sujet avec sérieux et se conclut sur un message assez nauséabond. Je n'ai pas les mots pour dire combien établir une comparaison entre Korra et Zuko est inapproprié. Pour rappel, à la fin de la saison 3, des suites d'un combat particulièrement vénère avec Zahir, Korra peine à se remettre physiquement et psychologiquement. Pendant presque 3 ans, elle erre perdue, incapable de savoir ce qui lui permettrait de se remettre d'aplomb. Alors oui, on a le droit à des scènes à la symbolique intéressantes, comme celle où elle extrait elle-même les restes de poison métallique qui circulent dans son corps. Mais la conclusion de cette épreuve qu'elle a dû traverser, c'est d'aller voir le mec qui lui a marave la gueule pour lui demander de régler le problème. Putain! Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Comprenez-moi, je ne dis pas que confronter son agresseur est une mauvaise chose, c'est exactement ce que Zuko fait. Mais Korra ne fait pas ça. Passer le petit dialogue obligatoire de blablabla, pourquoi tu m'as fait du mal? Elle reconnaît que Zahir est son allié et lui demande de l'aider dans une méditation.
C'est comme si Zuko allait voir son père en mode « Ouais papa, tu te souviens de cette fois où tu m'as brûlé le visage devant des milliers de personnes ? Je me dis que c'était pas vraiment ouf comme comportement, surtout que j'étais un enfant. Je pense qu'on devrait faire une petite thérapie père-fils pour régler ça. » Choisir de ne pas garder de ressenti vis-à-vis d'une personne qui nous a fait du mal est une chose. Dépendre d'elle pour régler son problème en est une autre. D'autant plus qu'il ne suffit pas d'admettre qu'il y a un problème pour régler le problème. Si Zuko a fait la paix avec lui-même en confrontant son paternel, il restera jusqu'à la fin de la série un garçon agressif, peu sûr de lui, ayant du mal à communiquer et à interagir avec les autres. S'il a trouvé une forme d'apaisement, les traces laissées par son passé sont toujours présentes, et la voie de la guérison est longue. Korra visiblement non, passé sa petite méditation, c'est plié, elle fera plus de cauchemars, elle n'aura plus aucune séquelle sur le plan physique comme psychologique, et pourra tranquille aller se battre contre Kuvira et ses mechas. Et je trouve ça hilarant parce que cette fin synthétise tout ce qui va pas dans la série. Vous connaissez les Manhattan? C'est un peu comme des martinis mais avec du whisky à la place. Donner une fin satisfaisante à une œuvre feuilletonnante, c'est compliqué. Comme dit précédemment, elle demande un engagement sur le temps long. Et il n'est pas rare que ce temps devienne une part entière de notre quotidien. On sait que jeudi, après le taf, il y a un épisode de Porco no Rosso au pays des Lucioles. Plus une série dure, plus elle suscite d'attentes, de théories et de spéculations à son égard. C'est donc de toute manière difficile de trouver une fin qui puisse satisfaire tout le monde. Si la fin d'Avatar est relativement appréciée, il n'est pas rare d'entendre que le combat final entre Aang et Ozai est rushé et que les nouveaux pouvoirs de Aang font très Deus Ex Machina. C'est difficile de poser une note finale sur une œuvre qui a demandé des années de travail et constitue plusieurs dizaines d'heures de contenu, d'autant plus que les avis ne sont que rarement unanimes. Si en plus comme Korra, tout a plus ou moins été improvisé au fil des saisons, donner une fin satisfaisante n'est que plus compliqué. Tout ça je l'entends, mais il n'empêche que les défauts sont bien là. Dans leur désir de faire un combat encore plus épique que les précédents, on a droit à une bataille qui implique presque tous les personnages qu'on a rencontrés depuis le début de la série, des énormes mechas stylés et l'utilisation d'énergie spirituelle pour fabriquer des bombes. Alors oui, ça s'invente pas, mais est-ce qu'on voulait vraiment que ça s'invente? Pour le coup, en termes de world building, on a atteint un niveau stratosphérique de digression. À supposer que quelque chose d'aussi abstrait que l'énergie spirituelle soit quelque chose que tu puisses attraper, qu'est-ce qui lui confère une quelconque puissance destructrice? On est supposé être en pleine révolution industrielle, pas en l'an 3000. Et par quelle sorcellerie tu conclus un combat par... Oh! Par la force du scénarium. Donc, en faisant une fois de plus appel au parallèle de l'écriture foireuse, Korra fait un discours plein d'espoir et de bons sentiments, et Kuvira se rend compte que c'est pas gentil d'être méchant. Je vous en supplie, épargnez-moi le discours sur l'étendue de sa souffrance que personne ne peut comprendre, je vais finir par faire une indigestion. Donc, après le combat, la fasciste du métal redevient gentille. Parce qu'après tout, si un prince déchu dont 3 saisons s'applique à nous raconter les tumultes et qui, une fois qu'il a compris ses erreurs, fait absolument tout pour se racheter, a mérité sa rédemption, pourquoi pas une tyran totalitaire qui voulait faire sauter tout le monde, y compris son mec, après 2 minutes de dialogue niais? Et comme il faut faire un maximum de parallèles avec la première série, si on concluait avec une intrigue romantique incluant l'Avatar. Ouais, mais ça a pas l'air un peu mort avec Mako depuis... ok. D'accord. Ok, désolé, mais il va falloir qu'on parle. Je sais que la fin de la légende de Korra a fait couler beaucoup d'encre pour ça, ce moment où Korra, heureuse, prend les mains de son amie et la regarde amoureusement. Si je trouve relativement frustrant qu'elle ne s'échange pas un baiser et reste très évasive sur la nature de leur relation, je n'en tiens pas rigueur plus que ça. Visiblement, Brian Conexico et Michael Dante DiMartino ont été aussi loin que Nickelodeon le leur permettait. On pourrait cela dit critiquer les méthodes de Nickelodeon, mais c'est pas le sujet du jour et cette vidéo dure depuis déjà trop longtemps. Je suis à court de costume, je ne sais même pas ce que celui-ci représente. Je ne pense pas que le problème réside intrinsèquement dans le fait qu'elles ne s'embrassent pas, mais plutôt que, de par le fait que jusqu'ici rien ne suggérait que leur rapport était autre chose qu'une amitié de circonstance parce qu'elles ont été amenées à bosser ensemble et sont sorties avec le même mec, voir qu'elles ne s'échangent même pas un baiser pour rendre le statut de leur relation plus clair est particulièrement frustrant. Au-delà des quelques abrutis homophobes qui appelaient au boycott et avec qui j'ai même pas envie de parler, c'est surtout 2 écoles que j'ai vu débattre.
Ceux qui, d'un côté, clamaient haut et fort que cette fin avait fait l'histoire, et ceux qui, se croyant très intelligents, répétaient « Eh bah alors, les LGBT, on a kiffé cette fin de merde? De toute façon, vous allez me dire que je suis homophobe si je dis que j'aime pas. » Les LGBT, ce groupe parfaitement uniforme. Je suppose qu'en tant que grosse Gwyn, je suis censée donner mon avis. Le problème, c'est que je pourrais jamais parler qu'au nom de moi-même. J'ai pas derrière moi un syndicat de personnes LGBT qui m'ont soumis leur avis que j'ai tenté de synthétiser par la suite. Ça aurait été beaucoup trop long, et j'étais super occupée ces derniers temps. Vous avez idée du nombre de bouteilles que j'ai eu à vider? Donc je me baserai ici sur l'avis de quelques proches, et surtout du mien, parce que c'est quand même le plus important. Puisque je vous dis que je vais aller le voir, ce psy, pour mon ego. Donc, j'ai effectivement vu des gens être très enthousiasmés par cette fin, mais toutes les fois où j'ai demandé pourquoi, je n'ai jamais trouvé de réponse concluante. Je pense que, plus que la fin en elle-même, c'est l'idée d'avoir un couple lesbien dans une série d'animation grand public qui a marqué les esprits. En soi, je peux comprendre, nous autres pédales, on est quasi exclusivement représentés dans des films d'auteur qui tournent autour de notre malheur ou notre mort, voire de notre malheur, entraînant notre mort. Se voir dans une situation autre, en tant que super-héros, ou tout simplement en tant que protagoniste d'une intrigue qui ne tourne pas autour de notre malheur ou notre mort, c'est réconfortant. Tout ça, je l'entends, mais je suis désolée, j'ai besoin de plus. Je ne veux pas juste de la représentation, ça ne veut rien dire. On ne peut jamais parfaitement représenter personne. Je veux des histoires bien écrites, ou du moins intéressantes à suivre, où le fait d'être LGBT est une possibilité. Je suis pas stupide, enfin si, mais pas à ce point. Je me doute que quand on me présente des films comme Captain Marvel ou Ocean 8, on essaie avant tout de capitaliser sur l'intérêt de plus en plus global pour le féminisme et les minorités. Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui ont le droit de finir le boulot après 22h. Girl power. Et ouais, en soi, je suis contente de voir des meufs dans des films de super-héros, mais me montrer un film nul avec des personnages mal écrits à la sauce girl power, ça ne règle absolument pas le problème de misogynie au cinéma. C'est pas parce que tu répètes de manière agressive et tapageuse que ces filles vont régler le problème que tu as subitement écrit un personnage complexe et digne d'intérêt. C'est un peu la même chose lorsqu'il s'agit de représentation LGBT. Super, on a ces personnages pas plus intéressants que ça, dans une romance pas développée. Ça ne rend les romances hétérosexuelles que plus scintillantes. Est-ce que ça pourrait pas être un move de la manif pour tous, ça, faire des romances nulles pour te dire que voilà, c'est pour ça qu'il faut pas être PD. Si l'élément qui est le plus mis en avant dans l'utilisation des minorités dans une œuvre de fiction, c'est que cette minorité existe, c'est que tu t'es foiré. Toph est une enfant aveugle et asiatique. Vous avez idée du nombre de critères représentationnels qu'elle regroupe à elle toute seule, mais on n'a jamais l'impression qu'elle est là pour remplir un quota. Toph est, avant tout et pour tout, un super personnage. Un worldbuilding hasardeux, des facilités scénaristiques à s'en taper la tête contre les murs, des personnages archétypaux et des romances foirées. Vous l'aurez compris, Korra est une aussi bonne série qu'elle aurait pu l'être. Ouais, indépendamment de tout ce que j'aurais pu dire, Korra est une série qui mérite d'être regardée. Si elle a des défauts, dont certains vraiment particulièrement manifestes, c'est une série créative qui fait de son mieux avec les éléments qu'elle a à disposition. Son principal défaut est d'être la sœur d'une série bien plus maîtrisée et bien plus claire en termes d'enjeux. Simplement, Avatar avait quelque chose que n'a pas Korra, le temps. Avatar, c'est le fruit d'un projet mûrement réfléchi et de plusieurs années d'essais. Lorsque Brian Conexico et Michael Dante DiMartino mettent Avatar sur le chantier, ils savent exactement où ils veulent aller, comment fonctionne leur univers et quelles en sont les limites. Dès le premier épisode, les auteurs, les scénaristes, les producteurs savent où est-ce que la série veut aller et comment elle se termine, parce qu'ils ont eu le temps de se poser ces questions. Korra, c'est plus compliqué, c'est une série qui se construit après une fin fermée, dans un univers qui était celui de son prédécesseur. Son existence même allait susciter certaines attentes qui de toute manière n'auraient pas su satisfaire tout le monde. Certains n'ont pas apprécié la modernisation d'un background qui jusqu'ici était plutôt médiéval, certains n'allaient pas se réjouir du saut dans le temps, etc. Ensuite, la production n'avait originellement prévu qu'une saison. La légende de Korra était censée être un petit spin-off, plus là pour le fanservice qu'autre chose. Les ambitions n'avaient même pas lieu d'être comparées. Et ça se sent, la fin de la première saison donne effectivement un sentiment de finalité. Le grand méchant a été vaincu, Korra a maîtrisé les 4 éléments, et on a même droit à notre bisou de fin. Seulement Nickelodeon, au vu du succès anticipé de la série, s'est empressé de commander de nouvelles saisons, non sans coupe budgétaire aléatoire durant toute la série. Bienvenue dans le monde de l'animation, assieds-toi! Il a donc fallu prévoir une suite après fin fermée dans une série qui elle-même faisait suite à une fin fermée.
Plus que ça, il a fallu durant l'intégralité de la production de cette série improviser des histoires, bricoler des expansions d'univers qui n'avaient jusqu'ici pas été anticipées, créer de nouveaux personnages, de nouveaux espaces et de nouvelles intrigues. Le tout avec des restrictions budgétaires surprises. Si tout paraît rushé et sorti d'un chapeau dans Korra, c'est parce que ça l'est vraiment. Qualité de l'œuvre mise à part, la légende de Korra est un excellent outil de comparaison pour voir les résultats d'une œuvre bien maîtrisée de bout en bout, qui a la chance d'avoir de relativement bonnes conditions de production, ce qui est beaucoup plus rare qu'il n'y paraît, et une série bricolée avec les moyens du bord, et une équipe qui a probablement passé les 3/4 du temps à s'arracher les cheveux. Un chef-d'œuvre c'est rare, c'est souvent la fusion d'une excellente maîtrise, mais aussi de bonnes conditions de travail et surtout de chance. Si Korra avait le premier, il lui manque les deux autres éléments essentiels. C'est d'autant plus frustrant qu'on voit à plusieurs reprises ce qu'aurait pu être la série. On voit les questionnements de Korra, on voit la créativité de l'univers, on voit la tendresse entre les personnages que les auteurs parviennent parfois à retranscrire. Seulement, rien n'est jamais suffisamment développé, suffisamment exploré. La regarder nous donne juste envie de voir ce qui existe en mieux. La légende de Korra n'existe que dans l'ombre de son grand frère, bloqué dans un univers qui, parce qu'il n'a jamais eu le temps de se développer, ni sur le plan du world building, ni sur le plan de l'écriture, ni sur le plan des personnages, est condamné à être inférieur. Et je trouve qu'il y a une forme de beauté tragique là-dedans. C'était le Labo de la sorcière. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine. C'était long. J'espère que cet épisode t'aura plu. J'y ai mis toute ma réserve de paillettes. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, laisser un commentaire, t'abonner, bref, tu connais la chanson. Et tu peux aussi venir me voir sur Discord si tu veux discuter et être tenu au courant de l'avancée de mes vidéos. Sur ce, je te laisse avec mon magnifique bras musclé. Mais est-ce que l'avatar Kyoshi peut même être considéré comme un esprit ? Bah, je l'ai choisi parce qu'elle est musclée.